La ville de Kobané, symbole de la résistance à l'État islamique, le I tente d'y reprendre pied et a mené plusieurs attaques suicides aujourd'hui. Scène d'émeute en plein Paris et dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Colère des chauffeurs de taxi face à la concurrence que leur font les chauffeurs de l'application Uber Pop. Et puis, disparition en mer du célèbre navigateur Laurent Bourgnon, parti faire de la plongée sous-marine hier soir en Polynésie. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Quelques mois seulement après avoir été libérés de l'État islamique par les Kurdes, la ville symbole de Kobané, à la frontière entre la Syrie et la Turquie, est de nouveau attaquée depuis aujourd'hui par les djihadistes de l'EI. Attentat à la voiture piégée en série et de nouveau des victimes. Chloé Demoulin. Les kamikazes se sont fait exploser au volant de leur voiture. 3 attentats suicides à quelques heures d'intervalle, non loin d'un poste frontière turc. Le groupe État islamique n'a pas choisi Kobané par hasard. Cette ville syrienne à majorité kurde leur a échappé en janvier dernier. Pendant des mois, les djihadistes avaient tenté de s'en emparer, mais les forces kurdes, appuyées par les raids aériens de la coalition internationale, étaient parvenues à les faire battre en retraite, faisant de Kobané un symbole de la lutte contre l'organisation État islamique. Selon plusieurs sources syriennes, les combattants auraient réussi à s'infiltrer à Kobané en venant de la Turquie. Ils auraient trompé les gardes-frontières en portant l'uniforme d'une milice kurde. Une version démentie par les autorités turques. Les affirmations selon lesquelles les combattants du groupe État islamique seraient arrivés à Kobané en passant par la Turquie sont des mensonges. Nous les rejetons formellement. Suite à cette attaque surprise, des affrontements font rage entre les djihadistes et les forces kurdes dans le centre de Kobané, poussant la population à se réfugier hors de la ville. Parallèlement, le groupe État islamique s'est emparé de 2 quartiers de la ville de Hasakeh, frontalière de la Turquie et de l'Irak. Les djihadistes ont récemment enregistré des revers dans le nord syrien et notamment la perte de Tal Abyad, une ville qui permettait au groupe terroriste d'acheminer des armées des combattants depuis la Turquie voisine. Selon un spécialiste, ces nouvelles offensives spectaculaires à Kobané et à Hasakeh pourraient donc être un moyen pour les djihadistes de faire diversion. Alors avec nous, Jacques Neria, bonsoir, bonsoir. Expert militaire pour le Moyen-Orient. On est étonné de voir que cette ville qui a été reprise ou libérée en tout cas de haute lutte puisse de nouveau être attaquée par l'État islamique. Il y a une fragilité militaire dans cette zone? Tout le système kurde est fragile. N'était-ce les alliés américains et je pense que depuis longtemps ces régions seraient tombées aux mains des djihadistes de l'État islamique. Les Kurdes font preuve de bravoure, savent se battre, des hommes et femmes se battent, les milices populaires sont très actives, mais simplement il manque d'armes, il manque de sophistication, ils ne connaissent pas le terrain comme l'État islamique, et puis leur ennemi, c'est quelqu'un qui a passé 8 ans de guerre face à l'Iran. C'est l'État islamique. Il ne faut pas se tromper. Les officiers, les hauts gradés de l'État islamique sont des officiers qui ont combattu l'Iran pendant plus de 8 ans avec une expérience guerrière très émancipée. Ce qui s'est passé ici, c'est que, je dirais, les Kurdes se sont endormis et ils se sont en quelque sorte saoulés de leur propre victoire. Ayant pris la deuxième ville, Tal Abyad, dans le nord-est un autre poste frontière face à la Turquie, et s'étant rapproché à presque 50 km de la capitale de l'État islamique, Raqqa, l'État islamique finalement a fait comprendre aux Kurdes qu'ils n'étaient pas de taille à le combattre, et donc d'une manière assez semblable à ce qui s'est passé à Palmyre et à Ramadi, ils ont attaqué sur 2 fronts, un à Hasakeh au nord-est et un à Kobané pour reprendre des positions qu'ils avaient délaissées début janvier. Alors la Turquie dément que ces attaques aient pu être menées de son territoire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Turcs? Écoutez, officiellement, il faut prendre les choses comme elles sont. S'ils le disent, donnons-leur ce crédit-là. De fait, je dirais, les services de renseignement turcs sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus renseignés pour savoir que
pour attaquer Kobané par derrière, c'est-à-dire pas en venant pas de la frontière que les voitures piégées soient venues par la Turquie. Donc elles ont dû traverser un territoire turc. Et ne nous trompons pas, il n'y a même pas 100 mètres de différence entre Kobané et le poste frontière turc. Donc jouer aux innocents ici, c'est un jeu un peu trop innocent. Ouais. Que l'État islamique ait encore les moyens de mener des offensives alors qu'il subissait des revers, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de cohérent. L'État islamique s'étend aujourd'hui sur une surface de 300 000 km² avec une population de 10 millions d'habitants qui est à majorité homogène sunnite. C'est un État qui est vivant et qui va survivre, je dirais, et qui sans doute va encore s'emparer d'autres régions parce que face à ses adversaires qui sont, je dirais, qui n'ont pas son expérience et qui sont, je dirais, effrayés et fragilisés par leur perte, l'État islamique aujourd'hui est en pleine expansion. Un mot également, Jacques Nahas, sur ce qui s'est passé. On va voir des images à la frontière, cette fois, entre la Syrie et la Jordanie. C'est très rare, mais donc aujourd'hui, 4 obus de mortier tirés de Syrie ont atterri sur un village jordanien frontalier. Le bilan est lourd puisqu'il y a eu un mort et plusieurs blessés. On n'a pas d'indication sur l'origine du tir. Alors l'origine du tir, naturellement, sont les rebelles. C'est l'armée syrienne libre qui se bat principalement là-bas. C'est plutôt ils appellent ça une coalition, c'est Jaish al-Fatah qui se bat sur place. Donc comme les obus sont ciblés vers des cibles données, il se passe aussi que des tirs soient tout simplement par hasard, donc que des obus tombent par hasard dans des régions qui n'ont pas été destinées. On l'a déjà vu sur le Golan plusieurs fois et ça se passe aujourd'hui du côté jordien puisque la principale bataille se passe aujourd'hui dans la région de Souaïda et dans la région de Daraa, région frontalière avec la Jordanie. Merci. Jacques Neria, expert donc pour les opérations militaires au Moyen-Orient. Puis un drone venu de Gaza. Ça aussi, c'est un événement inhabituel qui s'est écrasé tout à l'heure sur la frontière avec Israël, le long de la clôture de sécurité. Donc pas aller très loin. Il s'agit d'un drone artisanal fabriqué, semble-t-il, par le Hamas, mais qui n'était, pour l'instant en tout cas, pas armé d'après les premières indications. C'est la dernière ligne droite pour l'accord sur le nucléaire iranien. Les ministres des Affaires étrangères occidentaux et iraniens vont se retrouver dès samedi à Vienne pour tenter de conclure l'accord final, celui que Barack Obama annonce pour 15 ans de tranquillité sur le dossier. Mais il reste encore des obstacles majeurs à surmonter. Léa Berdugo. C'est en principe la dernière ligne droite. Les grandes puissances et l'Iran se retrouvent en fin de semaine à Vienne. Objectif, solder le dossier épineux du nucléaire. Après 20 mois d'âpres négociations, ils sont censés signer un accord qualifié d'historique. La date butoir est fixée au mardi 30 juin. Dès samedi, le bal des arrivées des ministres va débuter. Les chefs de la diplomatie française et américaine, Laurent Fabius et John Kerry, sont attendus. Ils y retrouveront Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Le but de la manœuvre est de garantir que le programme nucléaire de l'Iran sera uniquement civil. En échange, les grandes puissances s'engagent à lever un certain nombre de sanctions internationales. À quelques jours de la date limite, les différentes parties adoptent une position plus dure. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a réaffirmé les lignes rouges de l'Iran. De son côté, John Kerry a prévenu, si les Iraniens ne prennent pas la pleine mesure de ce qui a été convenu à Lausanne, il n'y aura pas d'accord. Mercredi, Laurent Fabius s'estimait confiant, mais rappelait tout de même les exigences de Paris. La France souhaite un accord robuste. Un accord qui comporte la limitation dans la durée des capacités nucléaires iraniennes de recherche et de production. Ça veut dire un régime de vérification poussé et ça veut dire qu'il faut aussi prévoir le retour automatique des sanctions en cas de violation par l'Iran de ses engagements. Mis à part ces points de discorde, l'accord s'annonce techniquement complexe. Les experts et les diplomates tablent sur un document de 40 à 50 pages. On vous en parlait hier soir, ici même, l'autorité palestinienne a comme prévu déposé sa première plainte à la Cour pénale internationale aujourd'hui. Accusation de crime de guerre visant à faire condamner Israël. On écoute les réactions côté palestinien et côté israélien. La présentation de ce dossier témoigne de l'engagement et de la volonté de l'État de Palestine de coopérer avec la CPI et constitue une première pour permettre au bureau du procureur général
sur la base d'informations que nous avons soumises qui indiquent qu'Israël a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'objectif est d'accélérer l'enquête, qui est une étape importante dans la lutte contre l'impunité, de rendre justice, tout en assurant une coopération avec le procureur général et le système judiciaire de la CPI. Nous voyons l'initiative palestinienne à la CPI comme une provocation, ni plus ni moins. Nous croyons que c'est une manipulation, une tentative de politiser le travail de la CPI en présentant des documents qui n'ont absolument rien à voir avec le travail traditionnel de la CPI. Et nous sommes certains que le procureur va le comprendre parfaitement et n'acceptera pas cette manipulation palestinienne. Et pendant ce temps, la flottille qui fait route vers Gaza pour briser le blocus israélien a appareillé aujourd'hui depuis la Grèce. Tout cela rappelle évidemment l'épisode du Mavi Marmara il y a 5 ans qui avait abouti à un gel des relations israélo-turques. Cyril Amar. Mavi Marmara, vous approchez d'une zone d'hostilité sous blocus naval. La zone côtière de Gaza et le port de Gaza sont fermés à tout trafic maritime. Négatif. Notre destination est Gaza. Gaza. La collision est inévitable. Dans la nuit du 31 mai 2010, les commandos de la marine israélienne donnent l'assaut sur la flottille. L'opération Vent du ciel coûte la vie à 9 ressortissants turcs. C'est le début d'une grave crise diplomatique entre deux pays qui entretenaient jusqu'alors des relations très étroites, notamment sur le plan militaire. Dès demain, nos relations seront rétrogradées au niveau de second secrétaire. Les relations commerciales et militaires ont été suspendues. La Turquie émet alors 3 conditions à la normalisation des relations bilatérales. Excuses israéliennes, compensation financière et levée du blocus sur la bande de Gaza. Des exigences inacceptables pour Israël. Il faudra attendre 3 ans et la demande pressante de Barack Obama et ses 2 alliés dans la région pour qu'un dégel soit amorcé. Binyamin Netanyahou finit par présenter ses excuses à la Turquie, mais les tentatives de normalisation achoppent, notamment sur les modalités d'indemnisation des familles des victimes. Entre-temps, la guerre des mots fait rage entre Jérusalem et Ankara. Erdogan accuse Israël de crimes contre l'humanité pendant la guerre de Gaza cet été. De son côté, l'État hébreu dénonce des déclarations turques jugées antisémites. Mais à en croire la presse, les tractations auraient repris depuis lors. Selon le journal israélien Haaretz, Dori Gold, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, aurait rencontré secrètement son homologue turc à Rome. Une relance des efforts de normalisation, confirmée ce mercredi par le chef de la diplomatie turque. Alors, Dror Evan Sapir, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. On a donc confirmation que ces tractations ont repris à un haut niveau désormais. Oui, effectivement, comme Cyril l'a dit dans son reportage, le ministre turc des Affaires étrangères a confirmé l'existence de cette rencontre secrète, a priori, qui s'est tenue lundi dernier, Jean-Charles, à Rome, entre Dori Gold, le directeur général, le nouveau directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, qui est un homme très très proche de Binyamin Netanyahou, et son homologue turc, donc rencontre secrète pour examiner les moyens de relancer la machine en quelque sorte entre la Turquie et Israël. Cette rencontre a été confirmée, mais le chef de la diplomatie turque a précisé que la balle était dans le camp d'Israël et que donc Israël avait encore du chemin à faire, selon les Turcs en tout cas, notamment concernant les dédommagements qui seront versés aux familles des militants tués par les commandos de marine israéliens sur le Mavi Marmara, cette flottille qui tentait de forcer le blocus autour de la bande de Gaza. Et puis l'autre exigence de la Turquie qui, à l'heure actuelle, est difficilement acceptable du point de vue israélien, c'est celle d'une levée totale de ce même blocus maritime autour de la bande de Gaza. Alors, qu'est-ce qui explique justement que les Turcs aient aujourd'hui accepté d'accélérer ce rapprochement ? Déjà, première réflexion, on peut constater que cette information intervient très peu de temps après les dernières élections législatives en Turquie et on ne peut pas vraiment parler de défaite, en tout cas cette victoire électorale en demi-teinte pour Erdogan, contraint de former une coalition gouvernementale. Donc il doit un petit peu réviser ses ambitions à la baisse concernant la puissance de la Turquie au niveau régional et peut-être aussi qu'il y a un changement de stratégie. Peut-être que les Turcs envisagent moins
comme c'était le cas auparavant, d'être les meneurs d'une éventuelle coalition régionale des islamistes non djihadistes. On connaît les liens de la Turquie avec le Hamas, on connaît les liens de la Turquie avec les frères musulmans égyptiens, mais les frères musulmans égyptiens, ils sont aujourd'hui dans les prisons égyptiennes, ils ne sont plus au pouvoir. Donc la Turquie a un petit peu changé d'épaule et elle envisage désormais de jouer un rôle de premier plan dans une coalition sunnite dont le principal objectif est de contrer les visées de l'Iran dans la région. Et dans ce contexte-là, un rapprochement avec Israël n'est peut-être pas une mauvaise idée, d'autant plus que la Turquie doit un petit peu corriger son image de marque vis-à-vis des Occidentaux et des Américains, étant donné qu'elle est accusée de complaisance vis-à-vis des djihadistes. On sait qu'elle ferme les yeux lorsque des militants djihadistes passent la frontière entre la Turquie et la Syrie, notamment. Merci, Dror Eben Sapir. Des scènes d'émeutes à Paris et dans plusieurs grandes villes de France aujourd'hui, et cela continue même encore en ce moment, notamment à Marseille. Les chauffeurs de taxi en grève ont bloqué des aéroports et s'en sont pris à leurs concurrents, ces chauffeurs particuliers qui travaillent grâce à l'application Uberpop. Le récit de cette journée, Myriam Aman. Bouchons à perte de vue, voitures renversées, pneus brûlés, affrontement avec les CRS. Les chauffeurs de taxi sont en colère et le font savoir. L'objet de l'exaspération, l'application Uberpop, une application développée par l'entreprise américaine de voitures de transport avec chauffeur. Les taxis dénoncent depuis des mois une concurrence déloyale. Uberpop plus les VTC. Eux, ils ne payent rien du tout. Ils rentrent dans le métier et n'importe qui peut prendre sa voiture et dire « moi je prends les gens dans la rue ». On trouve que ça, c'est inadmissible. À la mi-journée, ils étaient près de 3000 à manifester sur les routes de France. 1500 rien que pour la capitale. À Paris, où les accès aux aéroports de Roissy et Orly sont fortement perturbés, ainsi qu'à la Porte Maillot. Les politiques tentent de calmer le jeu. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé au préfet de police de Paris d'interdire Uberpop. J'ai donné instruction également, compte tenu des troubles graves à l'ordre public et du développement de cette activité, encore une fois, illégale, au préfet de police de Paris de prendre ce jour un arrêté interdisant l'activité d'Uberpop. Ces grèves des taxis a deux conséquences prévisibles. D'abord, l'application connaît un pic de fréquentation et les réservations pour des véhicules de transport avec chauffeur explosent. Ensuite, si cette mobilisation est souvent perçue comme légitime par les Français, les blocages et autres débordements comme les agressions de chauffeurs ou de clients de VTC passent de plus en plus mal dans l'opinion publique. Alors on va faire un point justement depuis Paris. On va retrouver notre correspondante Elisabeth Assayag. Bonsoir Elisabeth, tout d'abord avec vous, un point sur la situation ce soir. Bonsoir Jean-Charles. Écoutez, la situation semble plutôt s'apaiser ici à Paris. Il y a moins de violence, même si on assiste à des opérations escargots sauvages en plein centre-ville qui empêchent les voitures de rouler. Il faut dire qu'on a assisté à des scènes surréalistes tout au long de cette journée qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Partout dans le monde, des voitures de conducteurs Uberpop soulevées et renversées par des taxis en colère. Des pneus incendiés sur le périphérique parisien, des voyageurs obligés de terminer leur trajet à pied en direction de l'aéroport. À l'heure qu'il est, au moins 8 chauffeurs de taxi VTC et Uberpop sont en garde à vue. L'un d'eux a été arrêté dans le 17e arrondissement de Paris pour avoir aspergé un conducteur de VTC de gaz lacrymogène. Alors Elisabeth, comment le gouvernement va-t-il calmer la colère de ces taxis ? On sent que ce n'est pas terminé et qu'il y a une inquiétude du côté du gouvernement et c'est peut-être pour cette raison que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est rentré d'urgence de Marseille là en fin de journée où il doit recevoir les syndicats de taxi place Beauvau. Il faut dire que pendant la journée, les syndicats de taxi ont refusé fermement de se rendre à Matignon pour discuter avec des représentants du gouvernement. Ils voulaient rencontrer Manuel Valls lui-même, le Premier ministre, qui lui est en déplacement en Colombie. En attendant, pour calmer le jeu, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé au préfet de Paris de prendre un arrêté pour faire interdire le service Uberpop dans la capitale. Donc, à l'heure qu'il est, le calme est encore loin d'être revenu.
Merci Elisabeth Assayag. Essayons maintenant de comprendre ce qui oppose justement les taxis aux chauffeurs particuliers. L'objet d'un litige, eh bien, c'est cette application UberPop qui empoisonne depuis des mois tout le service des transports en France et dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs. Léa Verdugo. Uber, une alternative qui n'en finit pas de susciter la colère. Dans le viseur des chauffeurs de taxi, l'application mobile UberPop. Il s'agit d'un service à prix cassé qui met en relation des conducteurs non professionnels et des passagers. L'entreprise américaine est-elle dans l'illégalité avec ce système? Dans les textes, oui. Il y a 8 mois, le Parlement a adopté la loi Thévenoud. Désormais, un particulier qui n'est pas enregistré comme chauffeur de taxi ou VTC, noté véhicule de tourisme avec chauffeur, n'a pas le droit de proposer une prestation de transport à titre onéreux. Quels sont les risques pour Uber? La mise en relation de particuliers est passible de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. En octobre dernier, la branche française de l'entreprise avait été condamnée à verser 100 000 € à l'État. Le motif de la condamnation, pratique commerciale trompeuse pour avoir présenté UberPop comme du covoiturage. Quant aux automobilistes qui participent au système, ils risquent, eux, 1 an de prison et 150 000 € d'amende. Le modèle économique d'Uber est simple, utiliser les actifs des particuliers grâce à une plateforme numérique. En quelques minutes, chacun peut trouver un conducteur et ce modèle progresse de façon exponentielle. 1 million de chauffeurs travaillent avec l'entreprise. La compagnie a réalisé 400 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2014 pour une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors on est en ligne à présent avec Stéphane Fratti qui est chauffeur de taxi à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait grève aujourd'hui vous-même? Oui, tout à fait. Alors, on voudrait comprendre d'abord pourquoi est-ce que cette concurrence fait peur à ce point aux chauffeurs de taxi? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de marché, justement, aujourd'hui, de clients pour satisfaire tout le monde? Eh bien, cette concurrence fait peur parce qu'elle est tout simplement déloyale. Nous, les chauffeurs de... Alors, on a un petit problème de liaison. Stéphane Fratti, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je crois que votre téléphone portable fait les siennes, parce que là, on a un peu de mal à vous entendre. Alors, voilà, là, c'est mieux, allez-y. Voilà, là, c'est bien, allez-y. D'accord. Donc, je vous disais que on est en train de vivre depuis 2 ans environ une concurrence complètement déloyale. Pourquoi cette concurrence fait peur? Parce que on n'a pas la concurrence de vrais taxis face à nous. On a la concurrence de voitures de berline de luxe. D'accord, avec tout ce qui va avec, un service de luxe, avec bouteilles, les ouvertures de portes, fermetures de portes, tout ça, au même prix, voire un petit peu moins cher qu'au taxi. Or, nous, les taxis en France, on est obligé de... On est soit locataire, soit artisan. Un artisan taxi achète sa plaque pour avoir le droit d'exercer la profession aux alentours, il y a 2 ans, de 240 000 €. Il s'endette sur 10 ans, donc il a des très fortes charges quotidiennes. Et pendant ce temps, il arrive sur le marché des centaines de transporteurs qu'on appelle VTC, comme Uber, mais Uber, ce n'est qu'un exemple. C'est-à-dire que vous en voulez aujourd'hui à la fois à UberPop, c'est-à-dire aux particuliers qui s'improvisent chauffeurs, mais aussi aux chauffeurs professionnels qui vous concurrencent. Donc l'application Uber qui est cette fois sans le pop. Oui, alors le plus grave, bien sûr, c'est UberPop, parce qu'il faut que les gens comprennent c'est quoi UberPop. UberPop, c'est une application encore de Uber qui permet à n'importe quel particulier, c'est-à-dire aussi bien quelqu'un qui a déjà un travail, qu'un chômeur ou qu'un retraité par exemple, de transporter nos clients vers n'importe quel point dans Paris ou en région ou vers les aéroports en se faisant payer au noir. Donc ils prennent directement notre clientèle. Donc c'est complètement... Ça a été d'ailleurs interdit par la loi, mais le problème c'est que la loi n'est pas respectée. Et moi j'ai autour de moi par exemple des exemples de jeunes. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit moi en ce moment je suis au chômage, et entre mon chômage que je touche de l'État français et mon application UberPop, je gagne suffisamment pour ne pas avoir besoin de rechercher un travail. Donc ça, pour vous, c'est devenu inacceptable et vous demandez l'application de la loi qui interdit UberPop. Pour ce qui est des autres chauffeurs maintenant, est-ce que vous trouvez qu'ils ont leur place ou pas sur le marché? Alors, je trouve qu'ils ont leur place, mais pas dans ces conditions. Dans ces conditions, ce n'est pas une concurrence légitime. Parce que
ils ont le taxi normal. Il y a plusieurs catégories de taxis. Il y a le taxi lambda qu'on peut héler dans la rue, qu'on rencontre partout dans Paris. Il y a des taxis qui sont club affaires, classe affaires, qui ont un service comme les VTC, mais qui existent depuis bien avant les VTC. Les VTC, Uber n'a rien inventé. Donc si un client compare un taxi lambda avec n'importe quel VTC, c'est une berline avec des chauffeurs en cravate qui donnent des bouteilles d'eau dans la voiture, etc., tous ces petits avantages que vous connaissez, ça s'appelle un service de luxe. Donc un service de luxe devrait être payé en conséquence du service proposé. Et alors, donc dans certains pays comme à New York par exemple, et dans d'autres pays en Europe, la course minimum d'un Uber, même pour aller faire 1,5 km, c'est minimum 50 €. Donc là, ça ne concurrence pas les taxis, parce que ça appelle juste une concurrence, juste une clientèle un peu de luxe. Donc, or, à Paris, les taxis ne se sentent pas du tout protégés, parce qu'on nous a mis dans notre ville, dans nos voies de bus, des gens d'ailleurs qui n'ont pas le droit de prendre la voie de bus, mais qui la prennent quand même, et qui prennent notre clientèle au même prix que les taxis, voire un peu moins cher, alors qu'ils n'ont pas du tout les charges que nous payons, nous, les taxis, tous les jours. Dernière question rapidement, Stéphane Fratti. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu des débordements, on a vu même des agressions de chauffeurs et de clients par des taxis en colère. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça nuit à l'image du chauffeur de taxi, qui est déjà pas toujours très bonne parfois? Bien sûr que ça nuit un petit peu à l'image du taxi, mais le seul responsable de la colère et de ces débordements, ce ne sont pas les chauffeurs eux-mêmes qui ont fait ces dérapages. Les chauffeurs eux-mêmes auraient préféré travailler, comme ils font tous les jours depuis des années, 6 jours, voire 7 jours sur 7. Le responsable, c'est le gouvernement, parce que ça fait des années que les chauffeurs signent des pétitions, qu'on manifeste, qu'il y a des interdictions sur le papier de Uber Pop, qu'on dit que Uber n'a plus le droit de rester sur la voie une fois qu'il a déposé un client. Il doit retourner à son bureau avant d'avoir le droit de reprendre une autre course. Mais sur le terrain, on voit que ce n'est pas suivi des faits. Les Uber restent sur place dès qu'ils déposent et attendent de toucher une autre course. Dans les aéroports, par exemple, nous, les vrais taxis, on est dans la ville la plus visitée du monde. Donc normalement, on devrait recharger très vite dans les aéroports. Au lieu de ça, on est soumis à faire la queue dans une base, on est réglementé dans une base arrière et aller au compte-gouttes dans les terminaux. On peut attendre 3 heures pour avoir un client, alors que ces nouveaux transporteurs se garent dans les terminaux et vont chercher les clients à la source dès leur arrivée et repartent au bout de 10 minutes avec un client, alors que c'est complètement illégal. Donc les taxis, ces colères-là, c'est à cause de l'injustice que les taxis vivent depuis des mois et des années. Donc au bout d'un moment, quand on n'est pas écouté, forcément, il y a des débordements. Merci en tout cas pour ce témoignage, parce qu'on a mieux compris effectivement vos revendications. Stéphane Fratti, je rappelle que vous êtes chauffeur de taxi en grève, donc vous nous parliez depuis Paris et en ce moment donc la réunion qui n'est pas encore tout à fait terminée, qui se tient donc avec les représentants des syndicats. On se retrouve dans un instant. Les combats ont repris dans la ville de Kobané, symbole de la résistance à l'État islamique. Le I tente d'y reprendre pied et a mené plusieurs attaques suicides aujourd'hui. Scène d'émeute en plein Paris et dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Colère des chauffeurs de taxi face à la concurrence que leur font les chauffeurs de l'application Uber Pop. Disparition du célèbre navigateur Laurent Bourgnon, parti faire de la plongée sous-marine hier soir en Polynésie, n'a plus donné signe de vie depuis. Inquiétude donc très grande ce soir pour le sort du navigateur Laurent Bourgnon. C'est l'un des plus grands palmarès de la course au large. Il n'est pas remonté depuis hier soir après être parti faire de la plongée sous-marine dans une île de Polynésie. Les recherches n'ont rien donné. Maël Benoliel. Le monde de la voile est plongé dans un abîme d'inquiétude. Laurent Bourgnon, l'un des plus grands noms de la course au large, est porté disparu après une séance de plongée sous-marine sur l'archipel des Tuamotu. Âgé de 49 ans, le double vainqueur de la célèbre route du Rhum effectuait une croisière privée sur son voilier en Polynésie française avec plusieurs croisiéristes. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont signalé la disparition du navigateur franco-suisse auprès des autorités
après l'avoir attendu puis cherché en vain. La plongée dans ces zones-là, c'est quelque chose de compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'il était seul et je pense que seul, en plongée dans ces zones-là où il peut y avoir à certains moments, sans que ça soit identifiable immédiatement, et des courants, et des révolins, et des contre-courants, ça peut être vraiment dangereux. Il était en train de faire quelque chose qu'il adorait et qu'il adorait faire tout seul en plus. Voilà, c'est très fâcheux, c'est très con, mais pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus. Aventurier accompli, tout comme son frère Yvan qui vient de boucler le tour du monde à la voile à l'ancienne, Laurent Bourgnon possède l'un des plus beaux palmarès de la navigation en pleine mer. Celui qui a abandonné la compétition il y a plusieurs années a gagné les plus grandes épreuves transocéaniques, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. Laurent Bourgnon fait ses premiers pas sur le voilier de ses parents dès l'âge de 4 ans. Adolescent, il fait une première fois le tour du monde en famille pendant 3 ans dans les années 70. Âgé de 20 ans, il traverse l'océan Atlantique avec un équipier sur un catamaran de moins de 6 mètres, un engin de plage conçu pour rester près du bord. 2 ans plus tard, en 1988, il remporte sa première compétition majeure pour sa première participation, la solitaire du Figaro. Mais lui, c'est un champion incroyable. Moi, j'ai un souvenir de lui en train de gagner la 2e route du Rhum, faisant le sage dans le bout dehors du bateau. Il présente complètement une joie de vivre, une capacité de naviguer à très haut niveau et tout. Donc espérons, souhaitons de tout cœur que le pire ne soit pas arrivé, même si le temps tourne contre nos espoirs. Un véritable surdoué de la mer, très à l'aise aussi sur terre et dans les airs. C'est un pilote d'avion et d'hélicoptère aguerri, mais aussi un coureur automobile passionné qui participe à plusieurs reprises au Paris-Dakar dans les années 2000. Laurent Bourgnon est marié et père de 4 enfants. Un député d'un parti de droite nationaliste à la Knesset vient de déposer un projet de loi pour restreindre le droit de ceux qui veulent être élus députés en Israël. Ils ne devront pas avoir encouragé la lutte armée contre Israël. C'est une mesure qui vise évidemment certains députés arabes israéliens. Joseph Emmanuel. Un projet de loi controversé, un texte qui pourrait être prochainement soumis au Parlement israélien pour compliquer la réélection des députés arabes. Le projet vient d'Israël Beiteinu, le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. La loi exigerait des candidats à la Knesset de prouver qu'ils n'ont jamais encouragé à la lutte armée contre Israël. L'objectif, selon Sharon Gall, initiateur du projet de loi, est de décourager les députés arabes à participer à certains événements, comme par exemple les flottilles pacifiques qui visent à briser le blocus de Gaza. Dans le viseur du député israélien, une députée israélienne, Hanine Zohabi. Elle est arabe et israélienne, mais elle se définit comme palestinienne avant d'être parlementaire israélienne. Je fais partie de mon peuple. Personne ne me jugera si je fais partie de mon peuple. Je soutiens une lutte humaine légitime. La principale terreur, c'est l'occupation et l'oppression de ma nation. La députée est une habituée des déclarations choc. Il y a quelques jours seulement, elle déclarait sur les ondes d'une radio militaire que toute personne normale essaierait de briser le blocus. Des déclarations que certains députés israéliens écoutent avec une forme de condescendance, mais cette écoute passive n'est plus une option pour d'autres, surtout après une récente sortie de la plus célèbre députée arabe de l'État juif. Madame Zohabi a laissé entendre qu'elle aimerait voir les dirigeants politiques et militaires d'Israël poursuivis devant la Cour pénale internationale, une déclaration qui avait lieu un jour avant la présentation par les Palestiniens du premier dossier à la CPI. Mais Mme Zohabi ne s'arrête pas à la CPI. Elle ajoutait que personne en Israël ne devrait s'attendre à vivre une vie normale tant que le blocus continuerait. Certains en Israël sortent de leur silence et n'hésitent plus à voir en Mme Zohabi une parlementaire qui menace son propre État. Le député Likoud Yaron Mazouz n'a pas hésité à proposer à Mme le député de rendre sa carte d'identité israélienne s'il lui était si difficile d'être israélienne. Une montée des tensions entre parlementaires dans laquelle le Premier ministre s'est senti obligé d'intervenir. Binyamin Netanyahou a parlé d'égalité de droits pour tous ses citoyens, mais demande aux députés qui accusent de toute forme d'exaction les soldats de Tsahal de porter le même regard critique sur ce qui se passe par exemple en Syrie. Quoi qu'il en soit, les difficultés juridiques ne manqueront pas aux porteurs du projet de loi controversé pour prouver qu'une personne soutient l'activité terroriste ou qu'elle remet en cause la légitimité de l'État juif.
Mais ces difficultés n'inquiètent pas le député Sharon Gall. Il pense que le laxisme de ces dernières années, par rapport aux déclarations très virulentes de nombreux députés arabes, met en danger l'État hébreu. Alors on va parler de ces incidents en Syrie parce qu'il y en a eu plusieurs entre des députés arabes israéliens et donc des députés de la majorité ou de la droite à la Knesset. Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Comment on interprète justement ce qui s'est dit à la Knesset hier? On a parlé de ces incidents extrêmement tendus. Alors écoutez, nous sommes face vraiment à ce qu'on appelle des tentatives de persuasion par excellence. Quand il y a un débat au Parlement, c'est vraiment que la tentative de persuasion de l'autre est ouverte. En argumentation, on dit que toute argumentation, toute prise de parole est une tentative de persuasion. Pas toujours ouverte. Là, c'est clair, on essaye de faire voter contre ou pour des lois. Et donc, on s'attache à des stratégies argumentatives qui peuvent être plus ou moins valides, plus ou moins bonnes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on fait appel à un vocabulaire qui est extrêmement flou et extrêmement problématique, dans le sens où, évidemment, chacun va y attribuer le sens qu'on veut lui attribuer. Alors, on commence déjà par un emploi de pronoms personnels constant. Ça veut dire moi, vous, je, nous, vous êtes terroriste, nous ne permettrons pas, je ne permettrai pas que vous... Alors évidemment, ils s'adressent, les parlementaires en question, il y a eu des débats spécifiques, ils s'adressent non pas à des parlementaires par leur nom en essayant d'expliquer quelle est la position par rapport à laquelle ils demandent de voter contre ou pour une loi, mais plutôt on généralise. Alors la généralisation, bien sûr, est très problématique quand on est dans un parlement où finalement on va voter pour des lois. Il faut se souvenir qu'on n'est pas dans un débat dans un salon, devant la télé, on est dans un débat où le résultat sera une loi. Et puis finalement, on a aussi un emploi de terminologie qui est très persuasive parce qu'elle fait appel aux sentiments, au pathos, aux émotions des gens, mais qui n'a pas de définition précise. Alors on parle de démocratie, on parle de terrorisme. Ce sont des terminologies qui ont bien sûr beaucoup d'effets, mais qui ne veulent pas finalement dire quelque chose d'uniforme et d'univoque pour tout le monde. Alors il y a par exemple une phrase qui est assez exceptionnelle, je l'ai prise parmi tant d'autres qui ont été dites. Nous vous faisons une faveur. C'est celle voilà, qui a fait le plus parler, exactement. Nous vous faisons une faveur bien sûr, de vous laisser vous asseoir ici. Alors ici, un autre bien sûr terme absolument donc c'est un député, un écoute qui s'adresse à des députés arabes israéliens. Exactement. Donc ici, est-ce que c'est en Israël, est-ce que c'est le Parlement? Ça, on peut pas savoir. La terreur ne s'assaillera pas ici, encore une fois. La terreur, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Vous êtes dans un État démocratique, vous, encore une fois, un État démocratique. Alors la démocratie, en gros, c'est un système de représentation. Ça n'a rien à voir avec la terreur, ça n'a rien à voir avec plein d'autres choses. C'est un système légal de représentation, mais le mot, évidemment, est très efficace. Et honorer, donc respecter l'État. L'État, là aussi, nous sommes dans un gros flou, parce que l'État, c'est un gouvernement, c'est un système. Ici, on parle de valeurs. Enfin, la personne qui parle, évidemment, essaye de dire qu'il faut respecter les valeurs d'un État. C'est un slogan qui est pratiquement vide et qui est problématique dans la mesure où il généralise et donc met une distance entre ce nous et ce vous, qui, argumentativement parlant, et je reste vraiment dans l'argumentation, peut être très convaincant pour ceux qui pensent comme ce député, mais qui finalement n'est pas particulièrement valide. Alors, vous restez avec nous, Nadia Ellis. On va maintenant voir ce qu'en pensent nos invités. Bonsoir à vous, Aviram Magolan. Vous présidez, vous êtes journaliste, mais vous présidez l'association Chance, qui évidemment est pour l'égalité des citoyens arabes israéliens avec les autres citoyens en Israël. Bonsoir à vous, Boaz Bismuth. Vous êtes éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Alors, Boaz Bismuth, est-ce que vous avez été choqué par ce que vous avez entendu? Est-ce que cette loi, par exemple, qui vise à contrôler finalement la manière dont un candidat à la Knesset a œuvré, on va dire, vis-à-vis d'Israël, est-ce que ça vous choque ou pas? D'abord, première chose, bravo pour l'analyse assez brillante de ce qu'on a entendu hier. C'est vraiment votre boulot, mais finalement, vous avez eu besoin de 5 minutes pour analyser un discours qui était pratiquement vide, et ça montre que quelque chose, il y avait un contenu même dans le côté vaseux du discours d'hier, et justement, ça m'amène à ça. Finalement, on doit regarder le nombre de temps, le nombre de minutes, le nombre de pages, y compris dans mon journal, qu'on a accordé à un monsieur hier qui a un propos
inacceptable, voilà, je ne vais pas dire maladroit, mais inacceptable, dans une séance de questions-réponses, vice-ministre de l'Intérieur d'Israël, que par ailleurs, je demande un nom aux Israéliens, 99% des Israéliens ne vont même pas savoir qui était son prédécesseur vice-ministre de l'Intérieur, mais bien sûr, ça n'autorise pas, c'est quand même un poste important, c'est une institution, si vous voulez, il fait partie des institutions. Et donc, il y a des questions-réponses. Et je pense que ce député, comme c'est aussi un député, sinon il ne deviendrait pas le poste qu'il a, donc c'est un élu. Parmi les élus, il y a certains qui sont plus brillants que d'autres, certains qui savent mieux parler que d'autres, certains qui sont meilleurs orateurs que d'autres, vous me l'accordez. Et puis dans cette séance questions-réponses, il est devant bien sûr les députés arabes. Troisième partie d'Israël, 13 je pense députés. Par ailleurs, ça aussi c'est un exemple par ailleurs de démocratie si vous voulez, quand vous vous êtes posé la question. Et donc concernant juste une parenthèse, concernant dans cette séance questions-réponses, ce monsieur, ce vice-ministre de l'Intérieur a une phrase qu'il ne devrait pas avoir dans le sens où Israël fait une faveur à ses députés quand on leur accorde une, comment on appelle ça, une pièce, pas une pièce, une carte d'identité. Ouais. Bien sûr, inacceptable. Parce que Israël ne peut pas dire, voilà, au monde entier, nous ne sommes pas l'Afrique du Sud, regardez BDS, le mauvais procès qu'on nous fait, regardez, nous, on est quand même les plus, comment on va dire, quand même une lumière dans cette région, et de l'autre côté, parler de cette façon au Parlement. Sauf que, moi, il faut savoir une chose, après beaucoup de personnes, il faut savoir une chose, c'est que le vrai débat dans cette histoire, ou la vraie question qui doivent se poser concernant ces députés, c'est justement, on ne peut pas jouer le double jeu, dans le sens où, quand on appartient dans un État, bien sûr, il y a bien sûr c'est-à-dire un homme, bien sûr, a des choses qu'il mérite de recevoir, mais il y a aussi certains devoirs. Maintenant, il faut savoir une chose, et comme ça, moi, mes propos vont être clairs. Une des 13 députés, Khalil Zouab, et souvenez-vous, avant les élections, on pensait qu'elle ne devait pas siéger à la Knesset. Moi, j'étais de ceux qui disaient au contraire qu'elle aille, qu'elle se présente, qu'elle aille à la Knesset si elle veut. La démocratie israélienne est assez forte pour aller à l'encontre. Il y a un autre député, je pense, qui s'appelle Gattas, qui va aller au prochain à l'Atlantique. Je lui souhaite un très bon séjour, et j'espère en plus qu'il n'y aura pas beaucoup de vagues à la mer et qu'il n'aura pas le mal de mer, et tant mieux pour lui s'il veut aller sur ce bateau, à condition que ça ne soit pas violent. Et je lui propose de faire plutôt le voyage, au lieu de le faire à la mer et de risquer les vagues, de prendre la voiture et de voir comment tous les jours Israël, justement, malgré ce blocus, que tout le monde sait pourquoi, on amène tout ce que vous voulez aux citoyens de Gaza. Amira Magolan. Bon, il y a deux choses qui sont vraiment importantes ici. C'est absolument pas la question personnelle de cette personne qui a dit les choses assez vulgaires, brutales hier. Il y a deux choses qui me gênent vraiment. Un, il paraît qu'il y a une certaine compétition entre les nouveaux inconnus, politiciens inconnus dans le Knesset, y compris certains ministres, une compétition de brutalité, et surtout contre les Arabes. Ça veut dire contre les citoyens arabes de l'État d'Israël. Et ce qui me gêne, ce n'est pas leur façon de parler, parce que c'est presque un cirque, si vous voulez, mais le but de ce propos. Le but de ces propos, ce ne sont pas les Arabes d'Israël, c'est pas la population arabe d'Israël, ni les politiciens arabes, mais ils ont comme but craquer, écraser le système démocrate d'Israël. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent changer la démocratie. Ils veulent, et c'est très très facile aujourd'hui. Ils veulent plus de députés arabes à la Knesset, c'est ça que vous voulez dire ? Et menacer les Arabes, et puis plus tard, très très tôt après ça, menacer ce qu'on appelle en hébreu smolanim, les gauchistes, c'est-à-dire que délégitimiser les députés arabes, les gauchistes. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils emportent maintenant au sein de la société israélienne, au sein du système politique dans le Knesset, ce sont les principes coloniaux de l'occupation, les principes ethnocentristes de l'occupation, qui dit il y a un peuple élu, et c'est le peuple juif, qui vaut beaucoup plus des autres, et vous les Arabes, ou bien vous, nous, la droite, ou plutôt la droite extrême, l'extrême droite, nous représentons maintenant l'État. La démocratie, c'est très bien, mais il y a une limite. Il y a des limites. Il y a plus de limites chaque jour. Et chaque jour, non. Il va vous répondre dans un instant. Un instant, s'il vous plaît, parce que c'est très important, parce que ça change. On voit comment la démocratie israélienne change d'un jour à l'autre. Et c'est ça le but.
Le but, et c'est partout, et c'est dans les journaux, c'est à la radio, c'est au Knesset, c'est dans la rue, ça change. Et on va voir comment ça change. Et ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas défendre les députés arabes. Ils se débrouillent. Mais les députés arabes sont qu'un symbole pour M. Sharon Gall, par exemple, ou parce que, et surtout, je voudrais ajouter un mot, une phrase de la loi qu'il propose maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous êtes coupable, en tant qu'arabe, vous êtes coupable afin que vous ayez la preuve que vous n'êtes pas coupable de soutenir le terreur. Là, vraiment, pour moi, c'est une loi illégitime, partout, pas seulement en Israël. C'est une loi vraiment choquante. Alors, Boaz Bismuth, vous avez l'impression que la démocratie est en danger en Israël? D'abord, nous sommes assez proches, donc s'il vous plaît, pincez-moi parce que je rêve. Pincez-moi. J'explique un petit peu. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte dans lequel c'est incroyable comment, encore une fois et encore, Israël, justement, sur le banc des accusés ou l'État qui est jugé. On vit aujourd'hui dans une époque dans laquelle on voit tout le Moyen-Orient, un petit peu, tout ce Moyen-Orient. Un instant, écoutez, je ne vous ai pas coupé. Un Moyen-Orient avec des États en pleine décomposition. On ne parle pas de démocratie, on parle d'État, l'Irak, la Syrie, le Libye, le Yémen. Un instant, j'explique. Un instant. Non, loin de là. La seule chose que par ailleurs vous fait défaut, justement, c'est que tous les 4 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, il y a des élections en Israël, il y a cette fameuse démocratie qui vous ne donne pas, si vous voulez, le pouvoir. Aussi. Un instant. En Turquie aussi. Moi, ce qui vous ferait beaucoup plus crédible, la gauche israélienne, ce que peut-être va nous amener à voter de temps en temps pour vous, sans être sous, c'est que par ailleurs, si par exemple, lorsque Khalil Zouabi, député arabe, cette magnifique princesse ou sainte, si vous voulez, par exemple, après l'attentat horrible, terrible, dans lequel, écoutez, regardez tout de suite la réaction. Pourquoi? Un instant, vous écoutez même pas la fin. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a qu'une seule vérité. C'est-à-dire que vous êtes descendu sur terre avec vous de la seule vérité. Tout ce que les autres disent, vous n'écoutez même pas la fin de la phrase. Donc, encore une fois, si le mois de juin, hier, un député a dit, vous ne méritez pas une carte d'identité, tout de suite le choc, voilà, là, vous n'avez même pas dormi la nuit. Mais si Khalil Zouabi dit en juin que ceux qui ont kidnappé les 3 enfants assassinés dans une voiture ne sont pas des terroristes, ça ne vous a même pas choqué? Vous n'avez même pas réagi? Je n'ai pas dit cela. Jamais. Dites. Et alors je le dis. Ça me choquait. Et alors est-ce que c'est ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça c'est loyal. Ça c'est un député israélien qui parle de cette façon, un citoyen israélien qui parle de personnes. Comme toujours, vous faites l'amalgame. Pourquoi l'amalgame? Est-ce que je fais un amalgame? C'est pas la compétition entre la bon sens de Zouabi et la bon sens de notre idiot. Ce que j'essaie de dire, d'abord, ni idiot, j'ai pas parlé de Zouabi comme idiot. L'autre non plus idiot. Vous savez, j'ai un petit peu plus. C'est quand même 2 députés israéliens. Vous voulez Khalil Zouabi, j'ai aucune affinité pour elle, je ne l'ai pas appelé idiote. Et l'autre, je ne le connais même pas. Mais quand même, il y a une certaine rhétorique qu'il faut quand même employer. Pour parler un petit peu, j'explique un petit peu. Si aujourd'hui, on arrive à cette espèce d'extrémisme ou extrémité dans les propos de certains députés, que par ailleurs, je ne trouve fort pas sympathique. Sharon Gall, c'est pas quelqu'un qui est, comme on dit en anglais, it's not my cup of tea. C'est pas quelqu'un que je vais venir ici à la télé maintenant. Ma tasse de thé, je ne vais pas venir maintenant le soutenir. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que finalement, vous êtes un petit peu ici, vous faites un petit peu ici une idéalisation, comme si ces fameux 13 ou hier 4 ou 5, ou aujourd'hui ça peut être Khalil Zouabi, et hier c'était, souvenez-vous déjà à l'époque, Toufik Toubi, et d'autres, on a déjà une certaine habitude. Non, je donne déjà l'histoire, ces fameux propos déjà à l'époque, et ce discours très virulent. Comme si nous avions d'un côté la chorale de Beauvais, des enfants de chœur, et de l'autre des extrémistes. Se défendre la petite démocratie israélienne. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la télévision, une autre chaîne concurrente à vous, mais bien sûr moins bonne que la vôtre, m'appelle aujourd'hui pour m'interviewer sur cette grosse scandale et cette crise en Israël. Donc d'abord, j'ai tenu à calmer la journaliste qui m'a appelé de Paris en lui disant que M. Cohen ou Mme Lévy ou M. Abed ou M. Abolafia ont bu leur café tranquillement ce matin. Le pays n'est pas en ruine et rien s'est passé, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il y a eu quelqu'un qui a eu des propos hier pas très agréables et quand même un journal ou 2 journaux très importants en Israël n'ont même pas fait la une parce que très finalement on ne va pas jouer leur jeu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que c'est Israël? Je vais vous dire ce que
c'est Israël. C'est pas des députés avec des paroles complètement insensées. Israël, c'est quand vous allez par exemple à un hôpital pour enfants comme Schneider, où vous allez voir les médecins arabes qui soignent les petits juifs ou le contraire. Ça, c'est Israël. Quand vous allez à Ichilov, juste après la guerre de Gaza, et vous voyez que juste à côté, par exemple, je suis témoin, c'était mon père qui luttait contre sa vie, à côté de lui, une femme qui était avec son fils qui venait de Gaza juste après la guerre et qu'on soignait très bien, ou l'infirmier arabe qui soignait mon père. Ça, c'est Israël. Alors si certains députés Israël, comme Bazouz... non, Israël, c'est des autres choses. L'occupation, c'est pas Israël. L'occupation, c'est pas Israël. La discrimination des Arabes, concernant l'occupation, des citoyens arabes. Concernant l'occupation, je vais vous dire quelque chose. J'étais ici il n'y a pas très longtemps à un débat que j'espère depuis de me comporter de façon un peu plus sage pour certains, si vous voulez. Mais je vais vous dire juste une chose sur l'occupation. Vous savez mieux que moi qu'il y en a eu tellement d'occasions loupées justement pour ne plus avoir ce que vous appelez occupation. Ça va pas finir justement. Mais vous savez, ça va finir comment? Vous utilisez exactement les mêmes moyens qu'on a décrits, Nathalie. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais évidemment, parce qu'encore une fois, vous de tenez toutes les vérités. C'est toujours l'émotion, les petits enfants. C'est parce qu'on a inventé tout ça. Pour qu'on a inventé quelque chose. J'invente quelque chose. Depuis 47, qu'est-ce que j'ai inventé? Je vais vous inventer. Qu'est-ce qu'on a inventé? Des enfants de cœur. On est entouré par des enfants de cœur. La discrimination. On est entouré par des enfants de cœur. La discrimination des citoyens arabes en Israël, ça n'existe pas, selon vous? Discrimination. Je vous explique ce qui se passe. Quand vous allez aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois que j'étais invité ici, je le répète encore une fois. Quand vous allez par exemple à l'aéroport Ben Gurion, moi quand je vois par exemple des Arabes israéliens, des citoyens comme moi, israéliens, qu'on arrête bien sûr pour fouiller, et tout de suite on va dire discrimination, apartheid. Malheureusement, ça le fait, une seconde, laissez-moi finir. Malheureusement, ceci est fait pour des raisons, pas pour des raisons de race, pour des raisons sécuritaires. Parce que si justement mes voisins auraient choisi un autre chemin, on ne serait pas là aujourd'hui. Quel est le pourcentage des Arabes employés dans les ministères en Israël? Quelle est la proportion de ministères de juifs aujourd'hui employés en Tunisie, Algérie, Maroc, il y avait des grandes communautés, ou en Iran? C'est-à-dire qu'on fait la comparaison. Non, pas du tout, je ne fais pas, mais il y a quand même des réalités. Non, il y a quand même des réalités, j'explique. Non, je vous pose la question. Vous savez mieux que moi que ça aurait pu être différent. Non, je vais vous poser une question. Quel est le pourcentage des Arabes fonctionnaires dans les ministères du gouvernement israélien? Quel est le chiffre? 0,4. Et pourquoi? Combien de candidats qui n'ont pas été pris? Je vous demande, je vous dis quelque chose. Pas très loin. Vous me racontez une histoire. Vous êtes une femme. Heureusement, nous sommes aujourd'hui en Israël. Heureusement, nous sommes sur I24. La concurrente de monsieur sur la chaîne en anglais, qui est une des meilleures journalistes israéliennes, une des meilleures présentatrices de la chaîne israélienne, et heureusement, une arabe israélienne. Ce matin, j'ai partagé 2 heures sur son plateau. Israël, c'est aussi ça, qu'on arrête alors ce cirque. Ça veut dire que quand on parle de Monsieur et on est bon, nous c'est riche, une excellente journée. Poser une question. Quel est le pourcentage? Deuxième question. Combien de nouvelles villes arabes étaient construites? Posez la question aux députés. Justement, posez la question aux députés arabes israéliens qu'au lieu de faire leur travail. Désolé, au lieu de faire leur travail à leur ville, si, excusez-moi, et pourquoi? On va pas pouvoir continuer. Trop facile. Vous allez me raconter des n'importe quoi. Mais pas du tout, c'est vrai, on a vu déjà votre place dans la Knesset israélienne, ceux qui détiennent vos opinions. Un dernier mot, Nadia Ellis, là-dessus? Oui, je vais revenir à nos moutons, plutôt à mes moutons, le langage, et quand même revenir sur quelque chose qui est fondamental. Nous sommes ici assis et nous sommes tous d'accord que celle-ci est une tasse, il y a un micro, il y a une table. Non, ça c'est sûr, justement. En revanche, s'il y avait ici, assis à cette même table, un activiste de l'État islamique, évidemment, ce qu'on appelle un droit, mon droit d'être habillé comme je suis, de parler en public, d'avoir les cheveux découverts, ce qui est pour nous une évidence en tant que droit, pour lui évidemment ce ne serait pas un droit. Par contre, il verrait bien une tasse, un micro et la table. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout ce qu'on appelle les droits, toute cette terminologie floue qui veut la démocratie, la terreur, les droits, etc., sont le fruit d'un pacte social, d'une convention. Évidemment, il n'y a rien de tel qu'un droit physiquement, ni la terreur, ni la démocratie. C'est le fruit d'un pacte social. Or, la Knesset est responsable du pacte social qui a lieu en Israël. Donc, il serait bien que les parlementaires fassent attention au langage, à l'argumentation, à la rhétorique qu'ils emploient, parce qu'à partir de cette rhétorique et de ce langage se crée le pacte social qui impacte notre vie au quotidien. Et le public devrait faire aussi attention à comprendre ce qu'ils disent,
parce que ça impacte Juste leur une vie. question, madame. Très bien. Alors vous voulez que j'empêche aux députés arabes d'être à la Knesset avec leur rhétorique? Non, je voudrais bien que vous votiez quelqu'un qui sait parler. Voilà, alors Merci. dites ça à un député. Merci Boaz Bismuth, merci Avira Magolad, merci Nadia Ellis. On parlait justement de ces Palestiniens qui, pour le Ramadan, eh bien, ont obtenu la possibilité de venir prier à Jérusalem. Mais certains ont choisi de refuser ce qui leur était offert par Israël. Reportage Mohamed Majadli avec Julia Ganancia. Pendant le mois de Ramadan et pour la 3e année consécutive, Israël a accordé à bon nombre de Palestiniens des permis d'entrée sur le territoire israélien. Malgré le boycott palestinien d'Israël, les points de contrôle frontaliers ont vu une recrudescence de demandes de passage. Nous sommes venus pour prier pendant le premier vendredi du Ramadan à la mosquée sacrée d'Al-Aqsa et profiter de l'ambiance festive à Jérusalem. Et Dieu merci, nous y sommes parvenus sans difficulté. Mais les dirigeants palestiniens ont prévenu, cette démarche ne sert qu'à légitimer Israël aux yeux du monde, ajoutant que ces allègements de restrictions n'ont que peu de valeur à long terme. Un avis partagé par le mouvement Détruis ton permis qui, comme son nom l'indique, incite les Palestiniens à déchirer leur permis d'entrée en Israël. Ce mouvement, qui a commencé sur les réseaux sociaux, a attiré des milliers de participants en à peine quelques heures. Mais cet acte a aussi été alimenté par la décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de révoquer certains de ses permis après qu'un soldat ait été poignardé par un Palestinien ce dimanche. Le soldat a survécu à l'attaque, l'auteur, quant à lui, a été tué par les forces de l'ordre israéliennes. La controverse autour des permis d'entrée inquiète les mouvements extrémistes palestiniens. Ces derniers craignent la normalisation des relations israélo-palestiniennes. Cependant, l'autorité palestinienne semble avoir pris le dessus puisqu'elle distribue des permis d'entrée à de nombreux demandeurs. Une démarche qui pourrait engendrer un accroissement des tensions entre les différentes branches palestiniennes à un moment où l'unité et l'accord se font rares. On va se retrouver dans une dizaine de minutes. On vous parlera d'un hôtel à Tel Aviv qui vient d'être récompensé comme étant le meilleur boutique hôtel au monde, le plus beau d'ailleurs, et on recevra l'un de ses dirigeants. Et puis on évoquera également la journée en France pour les utilisateurs de taxis particuliers qui ne sont pas donc des taxis. Ça a été un peu compliqué, notamment le périple vécu par la chanteuse Courtney Love. À tout à l'heure. Nouveau journal à venir avec Dror Even Sapien. Suite du Grand Direct. On va revenir tout d'abord sur cette journée tumultueuse vécue en France par les passagers de taxis non conventionnels, de VTC comme on les appelle, car certains ont été pris pour cible de manière parfois violente par des chauffeurs de taxi en grève qui protestent, vous le savez, on en a parlé, contre les chauffeurs de l'application Uber Pop. Alors Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous raconter le périple qui est survenu et arrivé à une personnalité très connue du rock. Ah oui, qui a dit que le rock et la contestation sociale faisaient bon ménage. Courtney Love en a fait les frais aujourd'hui. Dès son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, la musicienne et ex-compagne du chanteur Kurt Cobain a été prise à partie par des taxis parisiens, par des grévistes. Eh bien, ces 2 millions de followers sur Twitter et autres réseaux sociaux ont pu vivre quasiment en direct les déboires de leurs fans avec cette vidéo d'abord postée par Courtney Love sur Instagram. On regarde. Il descend, ne vous inquiétez pas. Mais messieurs, même si vous faites le rond derrière, il descend. Non. Mais c'est pas question de ça. Bloqué. Oui, je voulais descendre, mais les gars, regardez. On va ramener le client à la gare. Alors c'était que le premier message d'un tsunami de tweets pendant quelques heures. Les nerfs se tendent un peu plus avec ce message, vous allez voir. On a été pris au piège avec la voiture, ils ont pris notre chauffeur en otage, ils ont frappé la voiture avec des barres de fer. Est-ce que c'est ça la France? Je me sens plus en sécurité à Bagdad, écrit Courtney Love. Et puis elle en appelle alors à l'intervention du président de la République, François Hollande, en personne, en lui disant ceci: François Hollande, où est votre police? Est-ce que c'est légal que vos citoyens attaquent des touristes? Ramenez plutôt vos fesses à l'aéroport. WTF, je vous laisse deviner, Jean-Charles, quelles sont les initiales en anglais de ce petit acronyme. Pas de réponse de François Hollande, mais elle a pu quitter l'aéroport visiblement saine et sauve après avoir été exfiltrée
par une mototaxi. Alors Uber ou taxi conventionnel, on se le demande. Cela valait bien un dernier message sur Instagram accompagné de ces 2 sauveurs que vous voyez à l'écran avec ce petit message, ce petit pic à l'adresse de François Hollande. François Hollande, président ou libertin, je n'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. J'adore les Français, nous dit Courtney Love, mais alors pour ce qui est du gouvernement, il est absolument naze. Fin de citation. Voilà, donc récit d'une voyageuse pas comme les autres, hein, évidemment, et ça ne passe pas inaperçu, ça va sans doute pas faire du bien à l'image de la France à l'extérieur. Merci Cyril Amar. Alors vous aviez peut-être, Olivier Euchen, bonsoir, des voyageurs, on ne vous le souhaite pas, qui étaient peut-être en train de venir à Tel Aviv dans votre hôtel, parce que vous êtes le directeur de l'hôtel Norman à Tel Aviv. C'est ça. Merci d'être là. Alors c'est un hôtel qui est tout nouveau à Tel Aviv et qui n'a pas tardé à se faire un nom, puisque vous venez d'être distingué par le site Jetsetter, qui est un site américain une agence de voyage en ligne, et qui vous a bien décerné le prix du plus beau boutique hôtel de l'année. C'est une distinction qui est très importante. Hein. C'est très important pour nous, étant donné que cet hôtel a ouvert au mois de décembre, donc il n'y a pas longtemps qu'on a ouvert, et on est localisé sur Nachmani Street, qui a vraiment recréé toute une image pour l'hôtellerie sur Tel Aviv. Alors, étant un hôtel boutique, on a quand même mis le mot luxury boutique hôtel, parce qu'on voulait la distinction entre les hôtels boutiques de Tel Aviv et les grands hôtels qui sont sur la plage. Parce que vous êtes un peu un ovni, hein, entre guillemets, sur Tel Aviv, parce que l'hôtellerie, on le dit, en Israël est assez vieillissante, il y a très peu de nouveaux hôtels qui ouvrent, et comme le vôtre, c'est vrai que c'est un créneau qui n'existait pas. C'est unique, il n'y en avait pas. Donc la différence, c'est qu'on a une variété de chambres, on a une variété de suites, et puis dans le produit de l'hôtel, on a aussi 2 restaurants plus un bar. Et le petit cachet, c'est au fait la piscine en débordement sur le toit. Alors on voit des images pendant que vous parlez de votre établissement qui ont été filmées par A24 News. On va voir la piscine dans un instant qui est effectivement assez exceptionnelle. Alors il faut expliquer que ce sont des journalistes qui ont voté. C'est des journalistes qui ont voté. Pour d'autres catégories d'hôtels aussi dans le monde, dont un hôtel au Nicaragua, le Mukul. Il y a des hôtels qui sont ouverts aussi cette année, le Peninsula a été voté. Donc on est dans une gamme qui est assez élevée dans le monde hôtelier, qui fait qu'on a un standing assez important pour l'hôtellerie israélienne. Ouais. Alors il faut expliquer qu'il y a quand même une différence à faire entre, vous parliez du Peninsula par exemple, ou d'hôtels comme le Ritz ou l'Intercontinental, ce sont des chaînes. Vous n'êtes pas une chaîne. On n'est pas une chaîne, on est indépendant, c'est un monsieur qui a l'hôtel. Et cet hôtel est un peu, disons, un petit cachet, une petite comment dirais-je, c'était une petite fantaisie, disons. Ouais. Et c'était vraiment... Il s'est fait plaisir. Parce que... Il s'est fait plaisir sur la place du Roi Albert, dans une belle localité, en face de la Pagoda House, qui est tenue par un personnage privé. Mais c'est au fait pour rapporter un peu le luxe des années 20 et 50 qui aurait existé à Tel Aviv. Alors la façon dont l'hôtel a été terminé a été dans une façon très, très élevée, donc le plus haut des finitions qu'on puisse trouver, avec peu disons, de modernité, mais avec toute la sophistication d'un hôtel boutique au standing global. Ouais, alors, la différence justement avec les chaînes, parce que même quand on est dans le luxe, dans les chaînes, on retrouve quand même globalement partout un peu les mêmes choses. Là, chaque chambre est personnalisée, c'est un peu ça la différence? Non, on rentre dans un bâtiment qui est très personnalisé et donc qui était au fait auparavant des résidences. Donc on rentre un peu chez soi. La réception est très petite, il n'y a pas de grand hall, de grande lobby. Il y a juste un bar, le Library Bar. Alors on voit la piscine à l'écran pendant que vous parlez. Voilà, c'est ça, en débordement, qui est très joli. On a un restaurant japonais qui s'appelle Dinings, qui est déjà basé à Londres et c'est le 2e qui existe au monde. Et puis on a une brasserie, disons niçoise, comme on en a parlé, et qui aussi s'étend sur le jardin. Et en plus de ça, on a aussi un petit salon privé. Donc on a beaucoup, pour un petit hôtel boutique, on a beaucoup de facilités que les autres hôtels boutiques sur Tel Aviv n'ont pas. Ouais. Dont la piscine qui fait la différence. On a 6 types de suites, dont 2 penthouse suites. Et puis on a une variété de 3 catégories de chambres sur les 30 unités qu'on a. Ça veut dire que vous visez quoi? Une clientèle qui fréquente les établissements de grand luxe dont vous parliez tout à l'heure dans le monde et qui va venir ici maintenant? Donc la clientèle américaine, française, anglaise, suisse, suédoise, qui voyage dans toutes les grandes marques, dans les grands hôtels comme Peninsula, comme Ritz-Carlton, Four Seasons, recherche néanmoins des petites boutiques qui ont un standing de ce niveau-là. Donc, en fait, l'offre et la promesse qu'on a fait à la clientèle, c'est qu'on allait offrir quelque chose à ce même niveau que les hôtels qui sont des grandes chaînes. Parce qu'ils recherchent toujours le haut standard, mais ils veulent aussi quelque chose de plus petit, de plus personnalisé, de plus chez soi, disons. Il y a un budget ou pas pour
construire un hôtel tel que celui-là? Parce qu'on voit bien que tout a été soigné, hein, on l'a dit, le propriétaire s'est fait plaisir. Il y a un budget de construction ou pas? On peut donner un ordre d'idée ou pas? On peut donner grosso modo des chiffres, mais moi je préfère comparer aux hôtels comme les Four Seasons, les Ritz-Carlton, Dorchester Collection, qui ont investi d'abord dans ce qui est l'héritage du bâtiment, parce que c'est assez important de maintenir et de revenir à ce qui étaient les deux bâtiments, et puis de mettre à jour le niveau qui mérite le produit. Bien, en tout cas, on vous félicite, hein, Olivier Euchen et l'hôtel Norman donc, de Tel Aviv qui a obtenu donc ce prix du plus bel hôtel, boutique hôtel, voilà, le plus beau boutique hôtel donc, de l'année, décerné par ce site Jet Setter qui est une référence, hein, c'est un classement très prisé, 200 journalistes qui ont voté. Merci d'être venu nous en parler ici dans ce studio. Merci à vous, Olivier Euchen. On passe à toute autre chose maintenant. C'est l'ONU qui a demandé aujourd'hui au Premier ministre japonais de recevoir enfin une délégation de ces femmes coréennes dites de réconfort. Elles ont servi d'esclaves sexuels aux soldats japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale et depuis, elles réclament en vain réparation de la part du Japon. Joseph Emmanuel. Elles sont venues manifester devant l'ambassade du Japon de Séoul. Ces femmes coréennes étaient autrefois appelées femmes de réconfort. Elles ont été les esclaves sexuels des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles demandent aujourd'hui des excuses, elles demandent réparation. Puisque leurs ancêtres ont fait de mauvaises choses dans le passé, ils devraient demander pardon et faire une excuse officielle et restaurer notre honneur. Je veux avoir une excuse des Japonais, mais ce n'est pas le genre de personne à faire ça. Le monde a changé. J'espère les voir s'excuser et se repentir très bientôt. Le monde change et les victimes d'hier n'ont plus peur de parler, ni d'attaquer devant les tribunaux. Et c'est un tribunal de Californie qui recevra dans quelques jours leurs plaintes. Les historiens avancent le chiffre de 200 000 femmes, principalement de Corée, mais également de Chine, d'Indonésie et d'autres pays asiatiques, contraintes par le Japon à l'esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. De son côté, le Japon rétorque que la question est réglée depuis la Convention de 1965. Tokyo s'était vu payer 800 millions de dollars en subventions ou en prêts à son ancienne colonie. Mais ça n'est pas assez pour les anciennes femmes de réconfort. Elles réclament des excuses officielles de Tokyo. Le 23 avril dernier, un élu républicain conviait une vieille dame, ancienne femme de réconfort, au discours du Premier ministre nippon face au Congrès américain. Une vieille dame qui accuse le Premier ministre japonais de mensonges. Elle aussi demande des excuses officielles. J'étais devenue tellement malade à cause des chocs électriques, la violence et la torture. Aujourd'hui, Shinzo Abe nie la vérité. Il ment, il nie une vérité historique. Je veux que Shinzo Abe nous présente des excuses officielles en toute conscience pour que je puisse continuer ma vie. Continuer à vivre au crépuscule d'une vie, la douleur est toujours présente et l'épineux dossier fait à nouveau surface depuis l'élection de Shinzo Abe au Japon et celle de la présidente sud-coréenne. Un dossier sensible qui touche à des moments douloureux de l'histoire des deux nations, mais un dossier qui, selon la présidente sud-coréenne, entre dans sa phase finale de négociation. Une négociation pour permettre au Japon de peut-être, définitivement, tourner sa page d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors on est en ligne justement depuis Bruxelles avec Pascal Daïès-Bourgeon. Bonsoir. Vous êtes délégué du CNRS à Bruxelles et spécialiste donc de la Corée. On voit bien quand on écoute les témoignages de ces anciennes femmes de réconfort ou de confort comme on les appelle, on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui une douleur terrible qui n'arrive pas à s'estomper. Absolument, c'est un problème qui dure depuis des décennies et qui s'inscrit plus généralement dans le rapport entre la Corée et le Japon et le déni que le Japon, ou du moins les Japonais nationalistes, ont de tout ce qu'ils ont fait durant la colonisation et la Seconde Guerre mondiale et qui est de plus en plus insupportable pour l'opinion coréenne. Ça veut dire quoi? Que le Japon, pour des raisons financières, parce qu'il a peur de payer des réparations à de très nombreuses familles, refuse de reconnaître ce crime?
Non, parce que d'abord c'est vrai qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des compensations financières. Le Japon n'a pas tort. C'est plutôt une question d'honneur national qui est, à vrai dire, instrumentalisée politiquement. C'est-à-dire que quand le Japon connaît des difficultés, eh bien les conservateurs jouent la carte du mépris de la Corée pour en quelque sorte galvaniser l'opinion. Les Coréens jouent au fond au Japon le même rôle que les immigrés peuvent jouer dans certains pays d'Europe occidentale. Est-ce qu'on peut comparer la manière dont les Japonais se sont comportés pendant la guerre avec les Chinois, les Coréens, un peu comme les nazis se comportaient en Europe? Est-ce qu'il y a eu la même violence? Oh oui, et ça a été, les comparaisons ont été faites. Le massacre de Nankin est quelque chose d'absolument épouvantable, un véritable massacre décidé par l'armée japonaise, des centaines de milliers de civils qui ont été exécutés. Alors il n'y a peut-être pas une intention génocidaire du peuple chinois, mais il y avait un véritable désir de la part de l'armée japonaise, pas de toute l'opinion japonaise, de l'armée japonaise, de terroriser la population chinoise. Alors pour la Corée, c'est différent puisque la Corée avait été annexée et qu'elle était considérée comme une partie du Japon. Donc leur attitude vis-à-vis de la Corée était un peu différente. Mais globalement, les comparaisons ont été faites entre les massacres perpétrés par l'armée impériale japonaise et les crimes perpétrés par les nazis. Et les souffrances endurées par ces femmes aussi ont été décrites ? Ah, bien entendu, il y a de très très nombreux témoignages. Elles témoignent depuis une vingtaine d'années. Avant, c'est vrai que quand la Corée était encore peu développée économiquement, elle préférait qu'on ne parle pas de ces questions parce qu'on mettait en avant la coopération avec le Japon, la coopération économique. Mais maintenant que la Corée est devenue une grande puissance économique, 15e économie du monde, il n'y a plus ces pudeurs. Et effectivement, les dames de réconfort qui deviennent maintenant fort âgées réclament absolument des excuses. Et le Japon, du moins les nationalistes japonais, s'y opposent. D'ailleurs, actuellement, il y a une question dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est équivalente. Le Japon a proposé qu'on classe à l'UNESCO un site dans lequel travaillaient comme des esclaves des Coréens, des hommes, cette fois-là, qui travaillent jusqu'à la mort dans des mines. Et il propose qu'on classe ce site à l'UNESCO. Donc il y a une volonté délibérée de la part des éléments nationalistes japonais d'humilier la Corée, non pas tellement contre la Corée, mais pour flatter l'opinion japonaise qui, évidemment, a du mal à supporter la crise économique et le drame de Fukushima. Est-ce qu'aujourd'hui, les Coréens gardent envers les Japonais toujours cette animosité en raison de cette affaire-là, justement, liée à la guerre ? Cette affaire-là et d'autres, les massacres perpétrés pendant la colonisation, la très grande dureté de la colonisation, qui était une sorte d'acculturation, il leur était interdit de parler leur langue, d'utiliser leur alphabet. Tout ça, les Japonais ne l'ont pas véritablement reconnu, même si il y a eu des excuses. L'empereur, notamment, a présenté des excuses un petit peu encarlificotées, mais il y a une vraie détestation de la part des Coréens du Sud et du Nord vis-à-vis du Japon. Le Coréen du Sud vous dira qu'il déteste plus le japonais ou le Japon qu'il ne déteste la Corée du Nord, par exemple. Merci beaucoup Pascal Daïez-Bourgeon pour ces explications. Donc, je rappelle que vous êtes représentant du CNRS à Bruxelles et spécialiste de la Corée. Donc après ces nouveaux développements, plus de 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On va parler football pour terminer. On va vous montrer une image qui est plutôt rare sur un terrain de football. Ça s'appelle une main baladeuse ou plutôt un doigt baladeur. Vous le voyez ici, c'est un Chilien qui provoque l'Uruguayen Cavani. Ça se passait la nuit dernière. Cavani qui a une réaction sans doute de surprise, mais aussi un petit peu violente, qui n'est pourtant pas extrêmement disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé, et qui a été expulsé. Suite à cela, ça fait polémique. La commission d'enquête, d'ailleurs, a décidé de se saisir du cas de ce Chilien, car si Cavani a été exclu, lui n'a rien eu, mais il aura sans doute affaire avec des sanctions disciplinaires. Et en plus, c'est le Chili qui s'est qualifié pour les demi-finales de cette Copa América sur un but que vous allez voir en toute fin de match, alors que l'Uruguay était donc réduite à 10. 1-0 donc pour le Chili. L'Uruguay est éliminé, mais cette affaire fait beaucoup parler, et donc il y aura des suites disciplinaires pour ce joueur chilien. Voilà, dans un instant, nouveau point sur l'information, ce sera avec Steve Jourdain. Bonne soirée.